Bonjour. Dans l'activité 3 de ce premier module, prenons un instant pour parler de l'évaluation formatrice. Je vais vous la présenter à ma manière, avec mes yeux de formateur en formation professionnelle, conditions dans lesquelles je l'utilise tout particulièrement. On connaît bien le triangle pédagogique de Houssey, avec ses trois processus, enseigner, former, apprendre. En règle générale, dans le système éducatif, les outils utiles à l'évaluation, donc les référentiels, les objectifs, les outils d'évaluation, voire même les outils de remédiation, sont mis en main de l'enseignant. Dans l'évaluation formatrice, on part du principe que ces outils sont terriblement utiles dans les mains de l'apprenant. C'est donc à lui que l'on va donner ces différents outils. Grâce à ces outils, il va pouvoir pratiquer plusieurs formes d'évaluation, par exemple de l'auto-évaluation bien sûr, mais aussi de l'autocontrôle que l'on peut définir auto-évaluation, j'observe ce que je fais, autocontrôle, je compare ce que je fais avec ce qui était attendu. Mais également, on va leur proposer des exercices d'évaluation mutuelle, deux étudiants qui portent un regard sur une pratique ou un savoir, ou de la co-évaluation, un étudiant qui donne son avis, un enseignant qui donne également son avis, puis une confrontation de ces deux points de vue. Ces différentes formes d'évaluation vont servir de boîte à outils pour l'apprenant, pour être capable de visualiser ce qu'il aimerait être capable de faire et l'endroit où il en est. J'aime bien comparer l'évaluation formatrice avec la roue de l'amélioration continue de Deming, une roue qui est spécialement utilisée dans tous les dispositifs de développement qualité des entreprises, des institutions. Prenons cette roue et imaginons qu'elle puisse s'appliquer à l'apprentissage. En fait, l'évaluation formatrice, c'est ce pari qu'elle fait. Lorsque je veux planifier mon apprentissage, j'ai besoin de comprendre, en tant qu'apprenant bien sûr, j'ai besoin de comprendre les objectifs à long terme, les objectifs à court terme, les étapes par lesquelles je devrais passer pour faire cet apprentissage. Les étapes qui constituent cette carte d'études dont nous parle Georgette Nunziati dans son article sur l'évaluation formatrice. Je vais ensuite être en train de réaliser mon apprentissage, réaliser la tâche, travailler en situation et à disposition. J'ai les outils d'auto-évaluation qui me permettent de me rendre compte de où j'en suis, ce que je sais, de quoi j'ai besoin pour continuer mon apprentissage. Au niveau du contrôle, c'est le moment où l'on va mobiliser l'application des critères d'évaluation pour se rendre compte si l'apprentissage est correctement fait ou non. Et nous aurons le moment d'amélioration qui sera le moment de, alors on pourrait parler de correction ou de remédiation ou d'appropriation de nouvelles ressources que l'on pourrait planifier dans un nouveau cycle. Vous remarquez à droite la dimension de décentration, très importante dans tous les processus d'auto-évaluation, être capable de faire un pas de côté ou un pas en arrière pour se regarder en action et être capable de se rendre compte de l'opportunité des pratiques mises en œuvre. L'évaluation formatrice, alors quand on l'aborde, on a toujours tendance à la confondre avec évaluation formative, et c'est normal, il y a deux grandes écoles en termes d'auto-évaluation et de style d'évaluation formatrice et formative. On pourrait parler de l'école de Genève avec, entre autres, mais pas seulement, Linda Halal, et puis l'école de Aix-Marseille avec Bognol, Nunziati, Vial. Dans ces deux écoles, il y a une différence fondamentale. À Genève, l'évaluation formative est pensée autant du côté de l'enseignant qu'au service de l'apprenant. Alors que dans l'école de Aix-Marseille, l'évaluation formative n'est qu'un outil en main de l'enseignant pour différencier son enseignement. Alors que l'évaluation formatrice est un outil qui est exclusivement dans les mains de la personne qui est en train d'apprendre.
C'est la différence qu'il faut faire entre les deux, et c'est pour ça que certaines fois, dans certains textes, quand on lit évaluation formative au service des apprentissages, ben, il faut se dire que si on était dans un texte écrit par l'école, le courant plutôt de Aix-Marseille, on serait en train de parler d'évaluation formatrice. Donc ce qui règne au cœur de ce dispositif, c'est donc la mise à disposition de l'apprenant des outils d'auto-évaluation, d'autocontrôle, d'autorégulation, de manière à ce que l'apprenant soit absolument maître des étapes par lesquelles il passe. Par contre, le rôle d'expert et le rôle de certificateur restent dans les mains de l'enseignant, qui lui est garant du niveau d'exigence qui est attendu. Je vais maintenant vous montrer un modèle de didactique professionnelle construit entièrement autour du concept d'évaluation formatrice. Dans ce modèle, on va se retrouver au cœur de la pédagogie de l'alternance, c'est-à-dire les pédagogies qui jonglent entre moments de travail pratique, moments de travail plus théorique et surtout création de liens entre ces deux styles de savoir dans la tête de la personne qui est en train d'apprendre. Il faudra lire ce schéma selon 3 axes. Le premier axe, à gauche, va être principalement centré sur l'analyse du travail. Le deuxième axe, à droite, sera centré sur l'analyse de l'activité du sujet lui-même. Et enfin, le troisième axe, au centre, sera une comparaison entre les deux. Je vous les explique un peu plus en détail. Donc dans la partie gauche, le travail démarre toujours sur la base d'une situation emblématique, une situation du métier, une situation réelle. Et puis, on va être dans une observation d'un tiers en activité. On observe un tiers en activité, que ce soit une pratique d'expert ou une pratique tout à fait perfectible, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais on analyse l'activité et on identifie petit à petit le référentiel, c'est-à-dire que devrait faire un professionnel dans cette situation pour être considéré comme un bon professionnel. Et on peut traduire ça comme étant l'identification du genre professionnel qui serait adapté à cette situation. Dans la partie de droite, autre situation emblématique, ou même nature de situation emblématique, mais cette fois, le sujet lui-même est mis en activité, et le travail va consister à analyser cette activité pour se rendre compte dans quelle mesure on est capable de renormaliser, donc de s'approprier les normes, et de petit à petit, soit ressembler au genre professionnel, soit affirmer son propre style professionnel. Et cette comparaison entre le genre et le style sera le cœur du troisième axe, puisque dans le troisième axe, on va avoir cette confrontation. Un bon professionnel réagit de telle ou telle manière dans cette situation. Moi, je travaille de telle ou telle manière dans cette même situation. Et comment est-ce que l'on peut justifier les écarts ou alors décider de tenter de les réduire ou de les confirmer. C'est selon la position de la personne et aussi souvent selon la maîtrise ou l'expertise de la personne elle-même. Donc ce modèle que je vais vous présenter tout à l'heure dans des situations, entre autres chez les ambulanciers, ce modèle il se construit entièrement sur l'accumulation d'expériences en situation. On est très proche de cette notion de apprendre en situation développée par Philippe Mauban. Et il faut la voir comme étant une manière de construire tout un plan de formation. Parce qu'après une situation, viendra une prochaine situation. Et dans la prochaine situation, l'individu ne sera pas le même. Et on peut continuer comme ça, il n'y aura pas que 2 situations dans la vie, mais toute une quantité de situations qui vont se suivre. Et l'intention en didactique professionnelle, telle que nous la mettons en œuvre dans notre institution, c'est d'utiliser la suite de ces différentes situations pour avancer, ce serait la flèche verte sur le programme de formation.